J'avais pas le désir, hey, moi je veux avoir pignon sur rue, mon nom quelque part. C'est un boulot qui est difficile. À l'époque, il y avait peu de femmes. Un entrepreneur aussi, tout seul, là, il est pas grand-chose. Un entrepreneur bien entouré, ça vaut de l'or. J'entends souvent ce discours-là. Moi, je suis capable. Je suis capable. Jusqu'à où t'as été capable? Jusqu'à temps que ça a été trop. Bienvenue tout le monde. 3e épisode de À ton tour. Vraiment complètement différent des deux autres. Simon, on a reçu Elisabeth Verrier de la Fondation René Verrier. Parle-moi de ton expérience avec elle. Superbe rencontre avec Elisabeth. On s'est rendu compte qu'elle avait un parcours tracé lorsqu'elle était plus jeune pour reprendre l'entreprise familiale. Elle avait étudié dans le bon domaine, en comptabilité, pour reprendre l'entreprise. Puis tout d'un coup, elle a pris une décision d'aller complètement ailleurs. Oui, puis ces décisions-là étaient vraiment alignées avec les valeurs fortes qu'elle a. Je pense que c'est même une vocation qui était dans l'éducation. Puis aussi, vraiment le faire le don de soi puis d'aider les familles à traverser le deuil de belle façon. Franchement, moi, je suis sorti de là changé. Elisabeth, c'est à ton tour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Première femme à être sur le podcast À ton tour de Drummond Économique. Je savais pas ça, mais ça me fait plaisir. Je suis honorée de ça, oui. Raconte-moi, tout d'abord, le monde entrepreneurial pour toi. Ça a commencé quand? Est-ce que quand tu étais plus jeune, est-ce que tu étais destinée à être une femme d'affaires puis tu avais une ligne directrice ou au contraire, c'est arrivé plus en cours de route? Moi, je pense que depuis tout petite, j'étais destinée à ça. J'ai l'exemple d'un père entrepreneur qui a créé ses cabinets comptables. Au début, 1, puis ça s'est multiplié jusqu'à 8. Fait que toute petite, moi, j'ai vu mon père s'investir dans son entreprise, même si c'est des services, que c'est quand même une entreprise. Puis, je trouvais ça fascinant. J'étais à la maternelle, puis il fallait faire des dessins. Puis je me souviens d'avoir dessiné, là, j'ai gardé ce dessin-là, j'aurais pu l'amener aujourd'hui, ça aurait été intéressant. Un grand bureau de comptable, là, puis avec la grosse chaise en cuir noir, là. Puis je m'étais dessinée toute petite, tu sais, un petit bonhomme allumette, puis j'ai pas de talent artistique du tout. Puis je me souviens de ça que je voulais faire comme lui. Ma mère est infirmière, puis ça m'interpellait moins, ce domaine-là, mais vraiment, là, je vais aller travailler avec mon père, puis ça, là, c'est mes plus grands souvenirs de ma jeunesse. Puis le parcours scolaire, j'imagine, que suivi, donc ça a été études en comptabilité. Exact. Jusqu'à l'université. Oui, un bac, une maîtrise en comptabilité. Après ça, j'ai enseigné aussi de la comptabilité. J'ai travaillé au cabinet comptable, mais on dirait que je m'étais prédestinée à la comptabilité. C'est plus tard, là, maintenant que le recul, tu me disais, Elisabeth, t'as-tu fait le bon choix? Ben là, je pourrais répondre, fais autre chose, là. Mais au départ, c'était ça. Je me souviens qu'il m'amenait au bureau. C'est son premier bureau de comptable dont je me souviens. Je devais avoir 3, 4, 5 ans. Il m'amenait, puis parce qu'il voulait aller travailler, là, les samedis matins. C'est une excuse d'aller au bureau. Exact, là, tu sais. Puis là, il devait dire à ma mère, bon, j'amène les 2 plus vieux, là, fait qu'occupe-toi des 2 plus jeunes. On était une fratrie de 4. Puis je me souviens qu'il me demandait que classer les trombones ou prendre les feuilles puis les mettre en pile. Mais tu te sentais impliqué, là. Moi, là, ça l'a développé en moi, d'abord, le goût de travailler là, le goût de classer, pas trop des trombones, là, mais tu sais, de mettre ça propre, de mettre ça en pile. Puis là, je voyais son bureau qui avait des belles piles, était très classé, très ordonné. Fait que ça remonte à loin, là, ces souvenirs-là. Mais là, d'être avec ton papa en très jeune âge, impliqué d'une façon ou d'une autre dans l'entreprise, est-ce que ça fait en sorte que pendant ton adolescence, t'es une jeune fille qui aime travailler puis qui est extrêmement impliquée dans plein de projets? Oui, vraiment, absolument. Puis même, avec le recul, je te dirais,
Trop de projets. J'étais une fille probablement hyperactive. Hein? Dans mon temps, on diagnostiquait pas ça, mais moi, j'ai toujours très, très bien géré ça. Puis j'aimais ça de même. J'étais une fille qui aime l'action, qui aime les défis, qui aime les projets. Puis assis à rien faire, moi, là, c'est pas possible. Fait que toutes mes études, à partir du cégep et même universitaire, j'étais quelqu'un, mes études à temps plein, mais j'ai toujours travaillé au moins 20 à 25 heures par semaine. J'étais coach, j'étais enseignante de patinage artistique à cette époque-là. Puis, je faisais des allers-retours de Sherbrooke à Drummondville. J'étais passionnée par ça. Je suis passionnée par le patin, mais j'étais passionnée. Mes études, peut-être un peu moins, mais j'étais une performante. D'abord, il y a une phrase que mon père nous a toujours dit qui me reste dans la tête, puis ça va être de même jusqu'à mon décès. Le travail est la clé du succès. Puis, tu sais, le travail, pour moi, c'est pas juste faire de la paperasse, puis tout ça. Le travail, ça veut dire t'investir. Fait que quand tu t'investis et t'aimes ça, c'est la clé du succès. Si tu fais quelque chose, puis t'aimes pas trop ça... Sans raison, mais j'ai toujours été une performante et perfectionniste, mais très, très, très structurée. Fait que j'arrivais à caser tout ça dans mes petites cases. Fait que j'avais déjà un horaire. J'étais une madame liste. Fait que la liste du patin, la liste du travail, là, maintenant, c'est la liste de mes enfants, la liste de mes petits, la liste de mon mari, la liste d'épicerie. Il n'y a pas beaucoup d'improvisation. On est structuré. Il y en a de plus en plus. Okay. C'est un beau travail que j'apprends à faire. Si on revient un peu à... En fait, on se propulse un peu vers l'avant dans notre histoire. Bon, il y a l'école, on est impliqué, l'entreprise familiale, les cabinets comptables, il y en a plusieurs qui se développent. Tu termines tes études, tu termines la maîtrise. Là, on se retrouve à aller, j'imagine, travailler avec son papa. Là. On débarque au bureau, puis on commence une carrière. Exact. Une belle carrière. Une belle carrière courte. Mais dans mon cas. Pourquoi courte? Dans le sens que tu t'es rendu compte que la comptabilité, après l'école, que c'était pas fait pour toi? La comptabilité pure et simple, comme je l'avais étudiée puis à laquelle je me destinais, je me suis rendu compte après 1 an ou 2 que c'était pas mon gaga. Ce que j'aimais faire dans le bureau de comptable, c'était coacher quand il y a des nouveaux stagiaires qui arrivaient avec leur titre. Maintenant, c'est CPA, mais dans le temps, c'était CA. Bon, il y a un stage à faire. Je les prenais souvent dans mon équipe, sous mon aile, si tu veux, puis j'aimais ça, là, tu sais, réviser ce qu'ils faisaient. Fait que j'étais plus coaching. Après ça, quand j'allais en vérification chez un client, ce que j'aimais plus faire que de la comptabilité pure et simple, c'était d'analyser tout ça puis essayer d'arriver avec des conseils pour améliorer leur chiffre d'affaires, leur vente, pour diminuer leur coût d'opération. Fait que puis c'est une très belle carrière dans un bureau de comptable. Fait que ça, je me dirigeais plus de ce volet-là. Puis là, je rencontre mon mari, un bébé, 2 bébés et 3 bébés en 4 ans. Ça te fait... T'avais quel âge à ce moment-là? Que mon premier bébé, j'ai tombé enceinte à 24 ans. Alors, j'avais 2 ou 3 ans là, de travail, on va dire, au bureau de comptable, à mon actif. Jeune carrière, très jeune carrière. Très jeune carrière. Dans mon temps, on les avait plus jeunes. Maintenant, il y a des choix beaucoup plus différents. Mais 3 bébés, puis mon idéal, encore, avant d'avoir le 3e, c'était, je vais racheter les parts à mon père. Mon père me disait, je te vois, j'aurais pu pas non plus vouloir ça, puis lui aurait pu non plus pas voir ça en moi. Mais je sentais que j'étais capable de racheter les parts de son entreprise, ses parts à lui, parce qu'il y avait des associés également. Est-ce que tes frères et sœurs étaient aussi dans le portrait à ce moment-là? J'ai un frère qui était aussi là dans le bureau de comptable, puis j'ai une sœur qui était en ressources humaines, pas du tout en comptabilité, mais il était dans le portrait. Okay. Moi, étant comptable agréé, je pouvais racheter les parts d'un comptable agréé comme mon père. Il y avait cette technicalité-là. Mais au 3e, j'avais un mari qui travaillait beaucoup, qui était aussi en affaires, qui est en relève familiale. Une 3e génération, maintenant, il y en a 4. Le nombre d'heures était quand même intense. Là, j'ai dû prendre une décision
qu'est-ce que je fais avec ça, moi, cette décision-là de racheter des parts puis de continuer l'entreprise? Mais avais-tu peur je te vois arriver, j'imagine que tu as l'anxiété un peu d'annoncer à ton père que, finalement, c'est peut-être pas pour moi, ce domaine-là, puis cette entreprise-là. Est-ce que ça a été facile? Grosse étape. C'est pas facile. Non. D'abord, il y avait j'avais un deuil et une peur. Mon deuil, c'était dans mon temps, là, passer les examens de CA. Il y avait 1 personne sur 3 qui réussissait aux examens. Là, c'était 1 fois par année. Puis c'était ardu et difficile. Puis j'avais bien réussi. Fait que faire le deuil de continuer comme CA, ça a été vraiment difficile. Puis la peur, c'était la peur de lui annoncer. La réaction. Hey, pas là, je peux pas racheter tes parts. Je pense que je serais même pas capable de continuer à travailler à ce rythme-là parce que je vais sauter, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris mon courage à 2 mains, là. Tu sais, j'avais une grosse bédaine, le 3e, là. Puis là, j'ai dit, là, puis les nuits d'insomnie, puis parler avec mon mari de tout ça, qui m'a toujours appuyé dans tout ça. Puis j'ai cogné. Puis ça a pris 5 minutes. C'était quoi sa réaction? Tu fais un crime de bon choix. Ah oui? Tout ce que j'avais imaginé, toutes mes petites... mon argumentaire, ça a été une phrase. Tu prends la bonne décision. C'est un boulot qui est difficile. On parle, je pense qu'il est encore très difficile, mais à l'époque, il y avait peu de femmes. Le travail, en tout cas pour partir un cabinet puis le faire grossir, tout ça, c'était de nombreuses heures. Tu sais, le beat de vie ou la qualité de fin de semaine, tout ça existait moins. Tu sais, en tout cas, c'était du travail plus acharné, je te dirais, sans jugement. Là, je pense que maintenant, là, vous avez des meilleurs choix puis un meilleur équilibre que nous, on avait dans le temps, là. Mais c'était comme ça. On évolue, évidemment. Fait que cette réponse-là m'a enlevé une tonne de briques que j'avais sur mes épaules. Vraiment. Puis à ce moment-là que tu lui annonces, enceinte de ton 3e, c'est quoi qu'on regarde pour le futur? On dit, OK, officiellement, on ne veut pas reprendre l'entreprise. On est à la maison, on bâtit une famille. Mm-hmm. À ce moment-là, ta carrière, ou du moins ton futur, tu l'envisageais comment quand tu lui as annoncé ça? Écoute, j'ai pas mentionné, je t'ai pas dit tantôt que même si j'ai travaillé en cabinet comptable, j'avais le désir de coacher, j'avais cette flamme-là. Fait que j'avais été donner mon nom, moi, au cégep de Drummondville en disant, s'il vous manque un prof, je pourrais donner un cours de soir en comptabilité. J'aime ça parler, hein? Puis j'aimais enseigner la comptabilité, pas la faire. J'aimais enseigner. Fait que j'avais déjà commencé une soirée par-ci, j'avais une charge de cours, exemple, tous les mardis soirs. Après ça, on m'a demandé, serais-tu prête à donner un cours, mettons, un vendredi après-midi? Fait que je négociais un peu avec mon père, qui était mon chef, mon patron dans ce temps-là. Tu voudrais-tu me libérer un peu d'heures? Je vais faire les heures ailleurs, là. Inquiète-toi pas, je vais me reprendre dans mes dossiers. Fait que j'avais touché à l'enseignement, là, dans une institution d'enseignement, puis j'adorais ça. J'adorais ça, donc c'était déjà mon plan B. Fait qu'en arrêtant de travailler à la firme comptable, je continuais, j'étais allée donner quasiment mon CV au cégep et à l'Université de Sherbrooke pour une ouverture plus grande là, en enseignement. Puis tout de suite, je pense que 2 semaines après, j'avais pas un poste, mais une charge de cours. J'ai quitté l'enseignement, mais j'ai adoré ça. Fait que je suis vraiment comme une coach aussi dans l'âme. Et tu te voyais vraiment plus être enseigner, transmettre tes connaissances. C'est quelque chose que, on en parlait tantôt avec le patin. Ouais. Quand tu étais plus jeune, tu as fait ça longtemps. Ouais. Tu voyageais chez Sherbrooke, Drummond juste pour enseigner le patin pendant tes études. Fait que ça t'a fait allumer des cloches assez quand même dans la vingtaine mais moi j'aime enseigner, j'aime transmettre mes connaissances. Puis j'aimais ça. Sais-tu, c'est drôle. Enseigner, j'avais des connaissances, mais j'essayais d'allumer des étoiles. La comptabilité,
Pour la plupart du monde, c'est plate. Hein? Il n'y a pas grand-chose d'artistique ou de créatif là-dedans. Mais on dirait que j'arrivais avec mon peu de bagage quand même avec les entrepreneurs. J'arrivais avec des exemples concrets. Puis j'essayais de donner le goût aux étudiants d'aimer ça. Il y en a que ça ne marchait pas pantoute, puis c'est bien correct, là, tu sais. Mais il y en a là, que je reçois encore après 30 ans, 40 ans, des commentaires que « Hey, c'est à cause de toi que je suis allée à l'université là-dedans. » Ou... transmettre sa passion. Ben, c'est ça. Je me reconnais dans ce que tu mentionnes. Ouais. J'ai été entraîneur de hockey plus jeune, dans la vingtaine, en sortant de l'école. Puis j'en recroise 10, 12 ans plus tard, en ce moment, des jeunes. Mais de un, ils sont tous plus grands que moi. Il y avait 12 ans, là, pas si grand longtemps. Puis là, ils sont grands, sont bons. C'est le fun de les voir évoluer. Puis quand ils te reconnaissent, c'est ça, la paix, à ce moment-là, quand tu le fais, tu t'en rends pas compte que tu as peut-être un impact dans leur vie, mais plus tard, c'est satisfaisant puis c'est agréable. Oui. Puis j'ai enseigné pendant 22 ans. Je sais pas comment d'étudiants par année, parce que c'était des groupes différents chaque année, alors des milliers d'étudiants. Fait que à chaque fois, des fois encore, après 40 ans, je vois des gens « Hey, tu m'as enseigné, tu me reconnais-tu? » Je reconnais à peu près tous les visages. Une fois sur deux, je me souviens des prénoms. Puis être entrepreneur, c'est un petit peu ça aussi. Transmettre, c'est élever des gens de ton équipe vers le haut, leur attribuer des responsabilités, les accompagner à se bâtir une carrière. Il y avait un petit peu ça aussi. Tout seul, là, il n'est pas grand-chose. Non. Un entrepreneur bien entouré, ça vaut de l'or. Fait que ça, c'est magique. On va en parler tantôt de la Fondation René Verrier, à quel point que ça s'est bien développé, à quel point tu t'es justement bien entouré pour être ce que c'est aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été comme ça dans le début. Des étapes. Des étapes, comme dans tout projet entrepreneurial. Ouais. Si on recule un petit peu, t'as annoncé à ton papa, bon, ça ne m'intéresse pas, on va enseigner, on bâtit la famille. Ouais. Puis, bon, l'événement malheureux, ton père est décédé. Ouais. Je te pose une question peut-être un petit peu délicate, mais est-ce que le décès de ton père t'as allumé un peu ta fibre entrepreneuriale pour avoir entamé, bâti, créé une fondation? Est-ce que ça a été un peu le déclic pour toi de la femme que tu es rendue aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat? Oui. Définitivement, ça l'a allumé en créant la fondation. Parce que si René n'était pas décédé... Il y avait quel âge? Il avait 59 ans. S'il n'était pas décédé, on n'aurait pas créé de fondation, évidemment. J'aurais probablement continué dans l'enseignement encore parce que j'adorais ça. C'est vraiment ça qui m'a fait, qui a créé la femme que je suis aujourd'hui. Tu as tout à fait raison, Simon. Puis, crois-tu que tu serais devenu entrepreneur malgré tout? Non. J'aurais été un bon coach. Tu n'aurais pas pris le risque de te lancer en affaires? Tu n'étais pas prête à faire ça? J'avais pas ce goût-là. Okay. J'avais pas un goût de me lancer en affaires. Ce que j'avais le goût, c'était d'aider. Puis mon champ d'expertise, c'était en comptabilité. Fait que oui, j'ai aidé, mettons, un petit entrepreneur. Tu veux-tu m'aider à faire de la tenue de livre, ma fin de mois? Oui, puis des fois, c'était gratuit. Des fois, c'était à taux salaire minimum. Tu sais, alors que quand j'étais en cabinet, c'était je l'ai faite, mais je ne l'ai pas faite souvent, mais j'aurais fait ça. Fait que c'est un peu entreprendre, mais en aidant les autres. J'avais pas le désir, hey, moi, je veux avoir pignon sur rue, mon nom quelque part, puis je veux me partir à mon compte. J'avais pas ça. C'est venu vraiment avec le projet de la fondation. Puis c'est développé par lui-même. Ça, je l'ai développé là, puis je me suis aperçue que je l'avais. Je l'avais, pas toutes les facettes. C'est impossible d'avoir toutes les facettes en nous-mêmes de l'entrepreneurship. Fait que quelqu'un qui pense ça, moi, selon moi, il a un petit doigt dans l'œil, là, tu sais, ou il est aveugle, tu sais. Il y a un petit mur qui s'en vient bientôt. Ouais. Mais je l'ai vraiment développé avec ce projet-là. Fait que je l'avais pas, ce désir-là. C'est venu plus tard. Ouais. Parle-moi de la fondation aujourd'hui, là.
Ouais. La Fondation René Verrier, c'est combien de dollars que vous amassez en moyenne par année? C'est combien d'initiatives? C'est l'équipe est munie de combien de personnes? Le portrait actuel, c'est quoi? Le portrait actuel 2025, parce que ça évolue depuis là, son ouverture. Là, d'abord, c'est 4 entités. OK, il y a une fondation, il y a une maison de soins palliatifs, il y a des services à domicile que l'on offre et il y a un nouveau Havre d'Élisabeth pour des patients, on va dire, en phase palliative. C'est, je te dirais, à peu près 70 employés, 120 à 150 bénévoles. C'est un chiffre d'affaires, on doit aller chercher 3 millions par année. Il y en a une partie qui est donnée en subvention gouvernementale. Il y a un autre, plus d'1 million qu'on doit aller chercher dans notre communauté. On est une fondation communautaire aussi, fait qu'on se tient là. Puis moi, je me dis, si on donne un bon service. Oui, c'est un service spécialisé, très pointu, qui est la fin de vie ou juste avant la fin de vie. Mais si on fait une bonne job, les gens, ils vont avoir confiance en nous, ils vont nous appuyer là-dedans. Ensuite de ça, si tu veux des chiffres, à la Maison René Verrier, c'est environ 140 décès par année. 140 par personne qui nous sont confiés, puis qu'on les chouchoute, puis notre objectif, c'est que leur fin de vie soit la plus belle possible. Au Havre d'Élisabeth, une année seulement d'opération, c'est environ 70, on les appelle des invités, qui viennent nous voir, qui nous font confiance, puis qu'on essaie de bien préparer aux étapes qui s'en viennent. Au service à domicile, c'est environ une centaine de personnes avec des aidants naturels que l'on aide à chaque année. Fait que c'est quand même immense, mais c'est toujours en développement. Toujours. Puis pour en arriver au portrait 2025 que tu viens de mentionner, on débute la fondation en quelle année? Puis est-ce que ça s'est fait rapidement? Ton père décède? On fait ça en quelques semaines, en quelques années. Puis pourquoi ce type de fondation-là? OK. René est décédé en novembre 98. Puis là, on lui dit, là, juste avant son décès, qu'on va créer une fondation. On ne sait pas encore dans quel domaine, parce que René était super impliqué dans la communauté, à différents niveaux, beaucoup dans le sport, mais il était souvent une tête d'affiche, on va dire, de par son cabinet comptable pour une levée de fonds quelconque. Il est impliqué. Fait que nous, comme enfants, on a baigné là-dedans. On veut aussi continuer cette implication-là à notre façon, mais un peu à son image. Alors, on lui dit, on ne sait pas trop s'il a compris, il est atteint d'une tumeur au cerveau, qu'on veut créer une fondation. Puis, on va décider après son décès, dans notre tête, on se dit ça. Fait qu'en novembre, puis en décembre, donc le mois d'après, on avait déjà décidé de créer dans le domaine de la santé, dans les soins palliatifs, pour que la communauté puisse bénéficier de ce qu'il aurait voulu, c'est-à-dire il est décédé à domicile. Il voulait pas aller décéder à l'hôpital, c'était son choix. Mais il aurait peut-être aussi, avec ma mère, envisagé un milieu autre, donc une maison dédiée pour ça. Fait qu'on s'est dit, bon, ben faisons ça. C'est ça notre objectif. On a demandé les papiers constitutifs en décembre et on les a eus en janvier-février. Fait qu'on parle d'un délai de 2-3 mois. Mais ça, on est en 98-19. C'est maintenant, ça aujourd'hui? Je te dirais, Simon, que c'est au moins 1 an. Je suis pas au ministère, là. Juste enclencher un processus de créer une fondation. De se faire accréditer une fondation et organisme de bienfaisance. Okay. On est parti en 99, puis nous, on se dit, on est 4 enfants. Tu dis on, fait que là, tout le monde est dans le projet? Les 4 enfants, puis ma mère aussi en appuie autant que faire se peut, parce que, bon, on a tout un deuil à vivre, c'est toute une étape. C'est une étape pas facile, mais qui nous amène dans l'action. On est quand même 4 enfants qui sont vraiment dans l'action, dans les projets. Puis ma mère, ben, nous écoute, nous appuie, en tout cas, un bon support moral. Ouais. Puis,
nous, on pense que, OK, on va faire des levées de fonds, on va se ramasser un capital au départ, puis on veut aller pallier à ce qui manque à Drummondville. Donc, ce qui manque, il n'y a pas de maison de soins palliatifs, évidemment, c'est pas créé encore. Puis, le service à domicile, René, on avait un besoin d'une couverture 24/24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vers la fin de sa vie. Ces 3 dernières semaines, le CLSC en couvrait une partie. C'est super, mais l'autre partie, comment qu'on fait? Fait qu'on l'a fait par contact personnel. Fait que là, on s'est dit, nous autres, les 4 enfants, c'est ça, notre mission, c'est ça qu'on veut faire. Fait qu'on va cogner au CLSC, puis on va ramasser des sous, puis on va vous aider, on va pallier à ce que vous n'offrez pas. Ça n'a pas été facile. Ça s'est pas dirigé ou ça s'est pas effectué comme on avait dans notre tête. Mais ça reste que c'est nouveau, justement. Ça n'existait pas, ce type de soins-là ou ce type de service-là. Ouais. Fait que là, on est les 4 enfants, on démarre la fondation. Ouais. J'en comprends qu'on vit le deuil en même temps, mais par la création de la fondation, je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde. Ça a été un pas en avant. C'est de le continuer à honorer sa mémoire. C'est plus fin, exactement. Donc là, on arrive qu'on a plein de bonnes intentions. Ouais. On est en train de bâtir quelque chose de gros sans le savoir, mais ça a pris du temps. Ça a pris combien de temps avant que le CLSC ou que la communauté réalise que c'est un besoin qui est criant, puis on va vous ouvrir les portes, on va vous faire confiance à votre fondation. Ça a-tu été instinctif? Non, ça n'a pas été instinctif. La communauté a quand même embarqué beaucoup dans nos levées de fonds parce qu'ils connaissent. René était bien connu, fait que, tu sais, pas qu'on a misé là-dessus, mais on s'est appuyé là-dessus. On est allé chercher quand même des confrères à lui, des belles connaissances, puis ça l'a fait, en tout cas, ça l'a fait qu'on a pu ramasser un petit capital assez rapidement pour nos projets éventuels, mais convaincre le milieu de la santé, les grands décideurs, on va dire, de la communauté de Drummondville, ça l'a pris, je te dirais, Simon, un 7-8 ans avant d'avoir des personnes clés qui ont cru au projet. Puis j'ai un médecin qui était avec moi depuis le tout début parce que ce médecin-là croyait en ces projets-là, Dr Bastin. Puis il me disait, stratégiquement, Elisabeth, voici comment on devrait faire. De même, tu sais, il me donnait un peu des faisait un peu ton plan d'affaires. Ouais. Dans un sens. Oui, parce que c'était un expert du domaine de la santé, il savait un peu comment ça fonctionnait. Puis nous, on est 4 en affaires, là. Fait que, tu sais, on se gratte, puis comme par où qu'on part. Fait que ils m'ont vraiment aidé depuis les tout débuts. Mais il y a une personne qui est arrivée en, je te dirais, 2007 ou 2006. Donc, on parle de 7 ans après la création, qui, elle, entendait là, dans le réseau drummondvillois là, qu'on cognait. Là. Je vais dire on parce que mes frères et sœurs sont encore avec moi, sont toujours avec moi, mais dans le fond, l'implication en nombre d'heures, des fois, c'est moi qui en ai mis plus au début. Là, il y a quelqu'un du milieu drummondvillois qui avait un grand poste qui s'appelle Lise Garand, qui a entendu parler d'une jeune fondation qui voulait ouvrir des portes dans ce domaine-là, puis qui m'a fait venir à son bureau, puis qui a dit « Explique-moi ton projet ». Fait que j'ai pris 1 heure avec probablement des yeux pleins d'étoiles, parce que quand j'ai sorti de cette rencontre-là, elle m'a dit « Moi, j'y crois et je vais faire en sorte que ça soit possible ». Fait qu'elle, elle a ouvert les valves. Mais comment, en 6-7 ans, Elisabeth et ses frères et sœurs ne se découragent pas? Et là là! Ben parce qu'on croit en notre projet, parce que... As-tu pensé abandonner? J'ai pensé à abandonner, quelquefois dans ces 7 ans-là. Mais tu sais, j'avais encore... Je dis qu'il y a toujours... Je sais pas si c'est René qui envoyait des signes, mais à un moment donné, tu sais, ce médecin-là, là, il est arrivé sur mon chemin, c'est pas pour rien. Fait qu'il redonnait un coup d'envoi, là. Ah, regarde, on y croit. On va trouver une autre façon. Après ça, cette Lise Garand-là, elle a donné un autre coup d'envoi. Mais il est arrivé aussi à différents moments. À un moment donné, une artiste qui m'a dit « Hey, ça serait le fun que
tu fasses des cours d'art-thérapie à ceux qui ont du cancer. Puis elle est venue donner de son temps. Fait que, tu sais, un autre petit coup que dire, bon, ne décourage pas, on va faire des petits services, ça fait des grandes choses, mais je veux dire, c'était pas ça mon idée de base, mais ces petites affaires-là, là, je sais pas si tu comprends ma pieuvre ou mon serpent, là, a fait qu'on a continué, dans le fond. Puis là, ben cette dame-là, Lise, elle a fait en sorte d'aller avec moi cogner aux bonnes portes. Fallait aller voir le plus haut placé, au ministère un peu plus, là. T'as connu le système. J'ai connu le système, mais avec de l'aide, avec des gens qui avaient les compétences, les connaissances. Moi, là, je pouvais faire le plus beau plan d'affaires qui soit. Mais si les portes sont fermées de l'autre côté parce que je connais pas mon environnement, je me tire dans le pied, là. Tu sais, on pataugeait, là. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent comprennent, on est dans le monde de la philanthropie, de la fondation, c'est partout. Mais le lien avec l'entrepreneur qu'on connaît en affaires, exact. C'est la même chose. Oui. Là. C'est de bien s'entourer de ce que je comprends. Exact. Faut aller chercher des gens qui ont les connaissances, les compétences, l'expertise que toi, tu n'as pas. Parce que toi, tout seul... Écoute, à moins que toi, je sais pas, t'es un avocat, puis tu veux partir ton cabinet d'avocat, ben là, c'est correct. Mais si à un moment donné, tu veux faire de la publicité ou tu veux grossir, tu vas avoir besoin de compétences d'autres que t'as pas. Fait que si toi, tu penses que t'as tout ça en toi, tu pars avec une prise ou plusieurs prises. C'est ce que... Dans n'importe quel domaine... Là, la fondation, on a finalement les portes qui s'ouvrent, on a les bons contacts, on a des gens qui nous écoutent, qui croient à notre projet. Ouais. Donc là, j'imagine que ça l'explose. Comment qu'on vit cette croissance-là de la fondation? Parce que là, t'en as beaucoup sur les épaules là, à ce moment-là. Mais moi, je suis capable. Mais j'entends souvent ce discours-là. Moi, je suis capable. Jusqu'à où t'as été capable? Jusqu'à temps que ça a été trop. Puis trop, là, j'ai 3 bébés à la maison, là. On se souvient, là. Tu sais, mes bébés, là, tu sais, ils ont peut-être, là, on est rendu, mettons, en 2008, 2009. C'est plus des bébés, c'est des préados, tout ça. Mais tu sais, Puis t'étais en plein dans la fondation. Je suis en plein dans la fondation. Mon mari a sa business. Là, j'ai beaucoup de tentacules après ma pieuvre, là. Mais là, il vient un moment donné, si je me souviens, c'est avant les fêtes. Je crois que c'est en novembre, décembre 2009. Là, j'ai un écœur en titre, là. Là, je sens que je suis plus capable. Puis pourquoi je le sens? Je me mets à pleurer un peu. Je trouve que c'est trop lourd. Ma tête, la nuit, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup en étant un peu hyperactive. J'ai le droit de le dire, finalement. Ben oui. Hein, c'est pas un défaut. Ben oui. Puis là, c'est l'insomnie, tout ça. Fait que là, je me dis, c'est trop, j'y arriverai pas. Du stress? Ah oui. Puis je suis une fille qui est capable d'en prendre beaucoup, mais là, c'était trop parce qu'il y avait trop à faire. Puis là, j'avais le vent dans les voiles, puis je voulais tout faire. Fait que j'ai écrit un... Écoute, je l'ai gardé. Mais s'ils écoutent ça, mes frères et sœurs, là, j'ai écrit un long courriel là, en disant « Je suis plus capable de maintenir ça ». Ils m'aidaient comme ils pouvaient, mais chacun avait gardé son emploi, là, tu sais, à temps plein dans leur domaine respectif. Moi, j'avais des mi-temps au cégep dans ces années-là. Alors, là, je dis « J'abandonne ». Si vous rembarquez pas là, plus que ça avec moi, là, j'abandonne. Tu sais, fait que c'est une menace quelque part là-dedans. Il y avait un message. Puis là, ben, j'ai mon frère plus vieux qui me dit, bon, là, on serait peut-être temps à penser à t'aider. Moi, je peux pas, là. Je peux pas te donner plus de temps que ça. Ma soeur non plus, mon autre frère aussi. Je comprends ça, mais tu sais, quand t'es déboussolé, là. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, OK. Là, mon bébé, notre bébé, là, ben là, il faudrait que j'engage quelqu'un pour en prendre soin. Avec moi, là, moi, je vais continuer à checker ça, là, moi, regarder ça, mais j'ai besoin d'aide. Fait qu'on a décidé d'y aller avec une direction générale. Fait qu'on a engagé quelqu'un avec un processus d'embauche bien défini, bien standardisé. Mais moi, dans ma tête, je voulais comme remplacer, moi, mes compétences, mes forces. Puis en entrevue, tout ça, il est arrivé plusieurs personnes, mais une personne qui était
contraires ou complémentaires à ce que j'avais, des forces carrément différentes en création, en communication, en marketing, en idées. Puis c'est venu beaucoup me confronter dans mon choix de direction, de genre de direction générale. Puis avec aucun regret, je peux dire que j'ai resté quand même dans l'évolution de tout ça, dans l'administration de tout ça, mais ces deux forces-là complémentaires ont fait, je ne veux pas dire un tout, mais quelque chose de plus, un envol de plus. Ça n'a pas été facile, mais beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que j'imagine que tu voyais cette personne-là un peu prendre ta place actuelle pour te donner la chance de faire d'autres choses, mais là, le choix devenait putain évident parce que tu te voyais peut-être pas en elle au début et vice-versa. Fait que c'était confrontant. C'était confrontant, mais je le devais faire ça. Pour ma santé mentale, mais pour mon équilibre émotionnel et familial, j'avais pas le choix. Puis elle a su, parce que ça aussi, ça prend des affinités, là, tu sais, c'est pas arrivé avec des gros sabots, elle comprenait aussi, on a développé tout de suite pas une chimie je dirais, là, plus une complémentarité qu'on savait qu'on pouvait s'appuyer une sur l'autre, puis elle a respecté mes forces, puis j'ai respecté les siennes. Comment on engage une nouvelle personne, on est content, on est peut-être soulagé dans un sens d'avoir de l'aide, mais comment qu'on ne transmet pas son stress du poids du projet à quelqu'un qui rentre, qui n'a pas dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas de part de l'entreprise, disons-le comme ça. Est-ce que c'est un défi pour toi de ne pas mettre la pression, le transmettre la pression sur cette personne-là? Non, ça, c'est pas un défi. Non? Je la garde pour moi-même, ça. Par contre, comment je la transmets, puis ça, j'ai travaillé là-dessus, c'est que je checkais tout quand même. Mais tu sais, quand tu crées quelque chose, le but d'une fondation est communautaire, hein, c'est de donner le meilleur service. C'est pas de créer une richesse, c'est pas d'avoir un profit à la fin de l'année. Puis moi, je me dis, depuis les tout débuts, on était capable de créer tout ça parce qu'on a fait attention à chacun des sous qui nous étaient donnés par autrui. Fait qu'on a vraiment ce souci-là en équipe de faire attention à chaque sou qui rentre. Fait qu'on a une gestion budgétaire assez serrée. Puis ça, au début, c'est sûr que je devais être assez fatigante là, pour la DG qui était en place. J'ai dû l'être plusieurs années aussi, là, tu sais, avec mea culpa. C'est ma déformation professionnelle, mais c'était aussi ma façon de penser faut qu'il nous en reste le plus possible des sous pour en donner le plus possible aux gens. Fait que c'est tout le temps le mantra que j'ai essayé d'inculquer ou de laisser derrière moi. Mais elle a senti que c'était correct que je fasse ça. Et puis, moi, je sentais que toutes ses connaissances puis son expertise qu'elle apportait, c'était juste bénéfique. Ouais. Fait qu'il y a eu rapidement un beau lâcher-prise de guéguerre, mettons. Puis pour moi, faire confiance. Faire confiance, c'est majeur. Puis, mais il faut engager la bonne personne. Exactement. On peut se tromper, puis il faut recommencer. Mais les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont en croissance, qui ont déjà fait peut-être un premier 5 ans, puis que ça va bien, je pense que cette décision-là, on va arriver à un moment donné, tout dépendamment de leur objectif à moyen long terme, mais tu peux pas tout faire tout seul ou avec tes 2-3 partenaires du début à un moment donné pour peut-être engager une direction, engager ou encore des gens qui vont faire ce que tu fais présentement pour que toi, tu puisses faire d'autres choses pour propulser la fondation ou l'entreprise. Oui, tu as tout à fait. Ce qui est dur à engager, Simon, c'est que tu as toujours fait attention à tes sous, surtout un entrepreneur, des fois, il part tout seul. Puis là, engager, c'est souvent un investissement. C'est comme le marketing, c'est tout une dépense. Tu dis, bon, vas-tu nous servir cette dépense-là? Mais tu n'as pas le choix, il faut que tu l'essayes. Puis là, en faisant confiance, en lâchant prise sur ta petite boule personnelle, je pense que c'est là ou que ça devient un investissement, puis c'est là que ça peut grossir puis se propulser encore plus loin. Terminant, j'ai 2 questions. La première, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui, plus grande réalisation de la fondation ou plus beau cadeau qui t'a été fait?
Juste une. Allons-y à quelques-unes. Ben moi, d'avoir réussi avec une équipe extraordinaire, une équipe qui est encore là. J'ai un conseil d'administration stable, des membres qui sont... oui, mon frère depuis le début, depuis 28 ans, mais j'ai des membres là sur le conseil depuis 15 ans. Depuis 10 ans. Wow. Puis pour moi, là, ça, c'est une grande fierté. Ça montre là, ça montre qu'ils croient avec nous autres, là, avec la famille, à tout ce qu'on fait. De léguer quelque chose de fort à Drummondville, d'avoir des services aussi importants pour la communauté. Mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est de montrer au personnel, là, qui font quelque chose d'extraordinaire, puis que s'il y en a, des fois, on dirait que j'ai cette petite... 8e sens-là, je sais pas trop comment on a de sens au juste, le 6e, 7e sens, le sens. Des fois, on voit un potentiel chez un individu, puis pour le développer, ben on est Moi, je pense que je vois ça, puis je te verrais bien là, toi. Je te verrais bien là. Ça j'aime ça. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Mais il y en a plein de fiertés, fait que juste une. Mais le Havre d'Élie? Ouais, d'Élisabeth. Ça a été... C'est en février 2024 qu'on a ouvert ses portes. Ça. Ouais. Je me souviens, ton équipe t'a fait une belle surprise. Là, c'était mais très c'est touchant. pas ma plus belle fierté, c'est pas ce havre-là, c'est l'ensemble. Puis ça va continuer parce que je suis quelqu'un de défi, puis je m'entoure de gens aussi qui aiment les défis, mais il y a des gens aussi qui aiment la stabilité, mais il faut être complémentaire, tu vois. Il faut sortir de sa zone de confort aussi, comme entrepreneur. Fait que ça va continuer à grandir, mais dans notre domaine. On n'aura jamais empiété dans le domaine de l'autre. Pour nous, c'est important. Mais ça va continuer parce que c'est ça qui alimente, là, en tout cas, moi, qui m'alimente. Tu parlais de tes frères et sœurs tantôt. Ouais. Tes enfants, est-ce qu'ils sont impliqués dans la fondation? Est-ce que tu leur demandes du temps ou encore est-ce qu'ils te le donnent du temps automatiquement? Est-ce qu'il y a un transfert qui se fait? Oui, ben j'ai 3 enfants. J'en ai un qui s'implique beaucoup dans nos activités de levée de fonds. J'ai une fille qui vit à l'extérieur, fait que elle est un soutien moral, elle m'écoute, puis des fois elle me donne des conseils. Puis j'ai un autre fils qui participe à toutes nos activités. Mais j'ai aussi des neveux-nièces aussi qui s'impliquent, qui démontrent un intérêt, que tu vois que le don de soi ou aider, c'est très présent dans la famille. C'est très beau de vous voir aller en famille, en unité, en gang, avec ta permanente, ton CA, tes employés, mais quand la famille est derrière toi, dans tout projet, j'imagine que c'est plus facile. C'est important. Il faut avoir cette tape dans le dos-là de la famille. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, que j'ai continué puis que je me suis rendue, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est que ma famille est à côté de moi, mais je veux dire, elle me donne des tapes dans le dos continuelles. Fait que si, familialement, mon mari aurait pas eu cette attitude-là, mes frères et sœurs, ma mère, mes neveux-nièces, je veux dire... il n'y aurait peut-être rien de ça aujourd'hui. L'entrepreneur ne peut pas réussir tout seul, autant dans son projet que dans sa vie en général. Tout sacrifier pour ton projet, c'est peut-être pas bon non plus. Non. Et vice-versa. Donc, c'est la réflexion. L'humain est à la base de tout. Ouais. Puis n'importe quel entrepreneur, je pense, s'il y a une famille, il faut qu'il en parle à sa famille. Il faut que ça devienne un projet familial. Pas nécessairement y mettre des sous, mais au niveau de la tape dans le dos, au niveau de l'accompagnement moral, parce qu'il y a des hauts puis des bas en entreprise. Hein? Fait Effectivement. Que la famille est là. C'est le fun. Hey, yes, on a un beau contrat ou tout ça quand tout va bien, mais quand il y a une période difficile, il faut qu'il soit là aussi pour t'aider à passer au travers. Partager les réussites, partager les échecs, ça va tout le temps aider. Puis des échecs, il y en a tout le temps. Ou on va dire des embûches. Ouais. Hein? Puis on apprend comme ça, avec une embûche, avec une difficulté, on apprend puis on s'améliore. Tout à fait. Très inspirant comme parcours. C'est agréable d'entendre. Félicitations pour où que la Fondation est rendue. Ouais. La communauté de Drummondville, elle embarque dans vos projets. C'est le fun de vous voir aller. On vous suit, on vous encourage. Merci pour les précieuses minutes que tu nous as données. Merci à toi, Simon. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye.